les fractures, on a la fracture du scaphoïde carpien. La fracture du scaphoïde carpien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fracture? Cette fracture, c'est la plus fréquente des os du carpe. Et on va voir les os du carpe d'un point de vue anatomique. Elle intéresse surtout l'adulte jeune de sexe masculin. Et nous allons voir pourquoi. Le diagnostic, encore de nos jours, il peut aussi passer inaperçu. Actuellement, le traitement, dans la majorité des cas, il est chirurgical, car il faut restituer le scaphoïde d'une façon anatomique pour permettre une consolidation. Mais ces fractures, ils peuvent se compliquer assez souvent par deux complications majeures, qui la pseudarthrose, c'est-à-dire la pseudarthrose, c'est quoi? C'est la non-consolidation et la nécrose du pôle proximal du scaphoïde. J'ai fait du curseur, je vais essayer. Ouais, ça y est. D'un point de vue anatomique, nous pouvons dire je m'excuse, il y a un souci informatique qu'on va essayer de régler. Okay. D'un point de vue anatomique, nous pouvons dire, comme vous voyez cette image qui vous rappelle, bien sûr, vos années d'anatomie, que le carpe est constitué par deux rangées. La première rangée qui est proximale et la deuxième rangée, elle est distale, c'est-à-dire distale, elle se rapproche des doigts, et proximale, elle s'articule avec l'extrémité inférieure de la douce. Vous avez de latéral en médial ou bien de dehors en dedans, vous avez ce scaphoïde. Regardez le scaphoïde. Il est à cheval sur deux rangées du carpe, la proximale et la distale. Vous avez le lunatum qui s'articule avec ce scaphoïde, vous avez le trichétérum et vous avez le pisiforme. Je vous rappelle que le pisiforme, il est ici, il se retrouve en antérieur. Il se retrouve en antérieur, c'est-à-dire on le palpe ici. C'est là où s'insère le tendon du cubital antérieur ou le fléchisseur ulnaire du poignet. Vous avez là, et je vous rappelle que cette rangée proximale, elle est mobile. Elle est mobile et elle s'articule avec l'extrémité inférieure du radius et bien sûr avec l'extrémité inférieure du na par l'intermédiaire du ligament triangulaire. Comme deuxième rangée, vous avez le trapèze, trapézoïde, vous avez le capitatum ou bien le grand os et l'os crochu ou l'amatum avec son apophyse inciforme. Et on peut voir aussi, ça c'est une vue antérieure, la vue antérieure, ça nous permet de voir le pisiforme, et vous avez la vue postérieure, ou la face postérieure du carpe, vous avez de dehors en dedans, vous avez le scaphoïde, lunatum, trichétérum pyramidal, vous avez le trapèze, trapézoïde, l'amatum et l'os crochu. Il n'y a pas que la partie osseuse
je vous signale qu'il existe comme moyen d'union entre les deux os de l'avant-bras et les os du carpe, et les os du carpe entre eux, il existe des ligaments qui vont relier tous ces éléments. Nous avons ce qu'on appelle les ligaments extrinsèques, c'est-à-dire extrinsèques, ceux qui viennent des deux os de l'avant-bras, vers le carpe, tel que le ligament latéral externe, et vous avez aussi ce ligament, le ligament latéral interne et bien sûr d'autres ligaments. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les ligaments intercarpiens, dont le plus important, c'est le ligament scapho-lunaire. Et ici, il y a une particularité dans ce rappel des ligaments. Vous avez ce qu'on appelle le ligament stylo-grand os. Pourquoi c'est important de le connaître? Regardez ce ligament. Il cravate le scaphoïde, c'est-à-dire il passe au niveau du corps du scaphoïde. Et on va voir ce que c'est le corps du scaphoïde. Et lors d'une fracture, ce ligament, il va être incarcéré au niveau du trait de fracture. Il va être la source d'une irréductibilité et bien sûr une évolution vers la non-consolidation. Regardez lorsqu'on on opère des malades, lorsqu'on ouvre par voie ici, ce qu'on appelle la voie antéro-externe, ici, on tombe directement sur, bien sûr, il y a le ligament annulaire, etc. Vous avez le trait de fracture du scaphoïde et regardez ce ligament-là, ce ligament radiocapitatoire. On l'a soulevé avec une pince. Regardez ce ligament, des fois, il va être incarcéré, c'est-à-dire il passe au niveau du trait de fracture et être la source de la non, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous permettre une réduction anatomique de cette fracture. Ça, c'est une vue postérieure. Vous avez les mêmes ligaments. Des fois, ça, regardez, ces ligaments radiocarpiens postérieurs. Vous avez le ligament latéral interne, le ligament latéral externe et bien sûr les ligaments entre les os du carpe. Je vous signale que, que ces ligaments, ils dépassent les 33 ligaments, soit extrinsèques, soit intrinsèques. Regardez ce petit fragment. En réalité, c'est une partie proximale du scaphoïde et le lunatome. Regardez ce ligament qui est entre ces deux os. C'est ce qu'on appelle le ligament scapho-lunaire. Comme vous pouvez le voir, la vascularisation du scaphoïde est très précaire. Elle est ce qu'on appelle, c'est une branche qui arrive de l'artère radiale, et c'est une vascularisation de type terminal. C'est comme, vous allez le voir après, comme la fracture du col du fémur, comme la vascularisation de la tête humérale, comme la vascularisation de la rétine, c'est une vascularisation de type terminal. C'est-à-dire, lorsque nous avons une fracture, par exemple, qui siège ici, au niveau du col, il va interrompre, si vous voulez, cette vascularisation. C'est pour ça qu'on dit que les fractures du scaphoïde carpien se compliquent d'une nécrose aseptique de cette partie-là, c'est-à-dire la partie proximale du scaphoïde. Et lorsque cette artère pénètre le scaphoïde, elle
elle le pénètre par la crête dorsale de cet os. Et elle rentre, si vous voulez, au niveau de l'os par ce qu'on appelle des pores. Ces pores, leur nombre est important au niveau de la partie distale du scaphoïde, plus ou moins au niveau du col du scaphoïde, mais ils sont rares au niveau du pôle proximal, ce qui explique la survenue d'une nécrose aseptique du pôle proximal du scaphoïde. Nous sommes toujours dans les rappels anatomiques, et là, ça va devenir très important. Regardez le scaphoïde. Le scaphoïde, il est divisé en 3 parties. Vous avez le pôle proximal, vous avez le col, c'est la partie érythrécie, et vous avez le pôle distal. Regardez quelque chose ici. Le grand axe du scaphoïde, il est oblique. Pourquoi on dit oblique? Il est oblique par rapport à l'axe anatomique des membres. Et nous allons le voir sur une radiographie. Par rapport, regardez, son grand axe, il est oblique par rapport au grand axe des membres. Regardez sur cette radiographie, je vais encore répéter. Vous avez le scaphoïde, regardez. Vous avez le lunatum, le triquetérome avec ici le pisiforme. Vous avez le trapèze trapézoïde. Vous avez ici le capitatum et vous avez le dammatum avec son apophyse ensiforme. Regardez sur le profil. Et là, vous allez découvrir des choses. Regardez, voici l'axe de l'avant-bras, ou bien l'axe du radius. Et regardez l'axe du scaphoïde. C'est pour ça que nous avons dit qu'il est oblique. Et je vous rappelle que le scaphoïde, regardez ma main, il commence ici par son tubercule, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le tubercule du scaphoïde, et il se termine au niveau, ici, au niveau postérieur, ici, par son pôle proximal. C'est-à-dire que notre scaphoïde, il est comme ça. Il est antéro-postérieur. Et ceci, pourquoi c'est bon de connaître ça, c'est intéressant. Regardez, lorsque vous avez une fracture ici, c'est-à-dire au niveau du pôle proximal, vous ne pouvez pas aborder cette fracture ici. Vous allez l'aborder ici, puisque la région de la fracture, elle est plus postérieure qu'antérieure. Et je vous dis une chose, que ce scaphoïde est dans sa majorité recouvert de cartilage, puisqu'il s'articule avec l'extrémité inférieure de radius, il s'articule avec le capitatum, il s'articule avec le lunatum et il s'articule avec le trapèze trapézoïde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce scaphoïde, il est très pauvrement vascularisé. Il y a un seul tendon qui s'insère au niveau de ce scaphoïde, au niveau de son tubercule. Le tubercule, c'est ici, vous le palpez ici. Il y a ce tendon qu'on appelle le court abducteur du pouce. Et lorsque vous avez un os qui est dépourvu, qui est pauvrement en insertion musculaire, il est mal vascularisé. Puisque l'insertion des tendons, des muscles, si vous voulez, c'est des porte-vaisseaux. Et lorsqu'on dit qu'un os est mal vascularisé, c'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés dans la consolidation de cet os.
C'est pour ça on revient à l'anatomie lorsque je vous ai dit qu'il faut une réduction anatomique pour espérer une consolidation. Et aussi, c'est pour ça que la consolidation du scaphoïde, elle tarde à venir. Et après, on va dire la durée de la consolidation. J'ai aussi aimé de vous montrer les mouvements du poignet, puisque lorsque on a un poignet devant nous, ou n'importe quelle articulation, il faut toujours la quantifier, c'est-à-dire évaluer sa mobilité. Comme vous pouvez le voir, regardez la flexion. C'est ça, la flexion du poignet. Elle fait en général un angle de 80, toujours l'angle avec l'axe de l'avant-bras. Ce patient, il est à 90 degrés. Et vous avez l'extension, regardez, presque aussi, elle est 90 degrés. Donc, lorsqu'on parle un langage scientifique, on dit que ce patient, il a un secteur de mobilité de 180 degrés ou bien 170 degrés. D'accord? Et je vous demande de fermer vos micros, puisqu'il y a des qui surviennent. Et vous avez aussi les mouvements de latéralité tels que l'inclinaison unaire. Voici l'axe de la main, si vous voulez, avec l'axe de l'avant-bras. Et là, on va quantifier combien de degrés vous avez. C'est ici l'inclinaison unaire. Et vous avez ce qu'on appelle l'inclinaison radiale. L'inclinaison radiale. Et j'ai oublié de vous dire que l'axe du membre, admettons que sa main, elle est comme ça. L'axe du membre, c'est le radius, le capitatum et le troisième doigt. D'accord? Lorsqu'on a ça, l'axe, il doit passer par le radius, lunatum, capitatum et troisième doigt. Ce malade, il est en inclinaison unaire. Vous avez aussi les mouvements de pronosupination. Si on prend l'image du milieu, c'est ce qu'on appelle la position neutre. Nous avons pris des stylos et vous pouvez aussi faire ça. C'est-à-dire, ça, c'est la position neutre. Le pouce, il est en haut. C'est la position neutre. Et comme vous pouvez le constater, le coude au corps, c'est-à-dire, puisque la pronosupination, elle est influencée lorsque je suis raide, je peux faire ça. Et je peux compenser par mon épaule. Donc, pour éliminer le mouvement de l'épaule, il faut faire une adduction, c'est-à-dire coude au corps. Mouvement de la position neutre, elle est comme ça. Lorsque je fais ça, c'est la supination, c'est-à-dire je supplie. Elle est de 90 degrés, 0, 90 degrés. Lorsque je retourne à ma position neutre et je fais ça. C'est la pronation, c'est prendre, pronation. Elle est aussi de 90 degrés. Le mécanisme. Le mécanisme de cette lésion qui est plus ou moins rare, puisque la lésion qu'on voit en traumato presque chaque jour, c'est les fractures de l'extrémité inférieure du radius et les fractures du corps ou les fractures intercontériennes que vous allez voir après. En général, le mécanisme, c'est-à-dire le plus fréquent, c'est la chute sur la paume de la main, le poignet en extension, c'est-à-dire en extension, inclinaison radiale. Regardez ici, poignet en extension, inclinaison radiale. Pourquoi chez les personnes âgées, on ne voit pas beaucoup de fractures du scaphoïde,
Rarement on voit une fracture du scaphoïde. C'est parce qu'ils ont une ostéoporose au niveau de l'extrémité inférieure du radius. C'est pour ça que les fractures de l'extrémité inférieure du radius sont plus fréquentes chez les personnes âgées. Et l'extrémité inférieure du radius, elle est solide, si vous voulez, chez les jeunes. Il faut un mécanisme en hyperextension du poignet, inclinaison radiale. Regardez votre scaphoïde, il est pris en tenant entre l'extrémité inférieure du radius et le trapèze. Donc, il est soumis à deux forces. Une, c'est le poids du corps, et l'autre, c'est la résistance du sol. Et plus ou moins cette position d'inclinaison radiale et d'extension du poignet, on a les différentes variétés des fractures, de la fracture du scaphoïde. Anatomie pathologique. Ici, il y a, si vous voulez, en traumatologie, il faut connaître qu'une fracture, elle se définit par le siège du trait, l'aspect du trait et le déplacement, quelle que soit la fracture que vous avez. Et vous allez voir ça tout le long de votre module. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut qu'on arrive à parler, si vous voulez, le même langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient, il va me dire qu'il a une fracture du scaphoïde. Il se tait. Une fracture du scaphoïde, comme nous avons vu ça en anatomie, le scaphoïde, on l'a divisé en trois parties. Proximal, col et distal. S'il va me dire que la fracture est au niveau proximal, hop, qu'est-ce que je vais faire pour cette fracture? Comment je vais l'aborder? Quel est le moyen d'ostéosynthèse? C'est-à-dire, il y a des questions. Et ici, notre scaphoïde, le trait, il peut siéger au niveau distal, c'est-à-dire ici, au niveau du col, qui est la fracture la plus fréquente, c'est-à-dire 70% de nos fractures, ils siègent à ce niveau. Vous avez 10% au niveau du pôle proximal et vous avez 20% au niveau du pôle distal. Maintenant, l'aspect du trait, selon Trojan, lorsque nous avons abordé le chapitre anatomie, nous avons dit que le grand axe du scaphoïde, il est oblique. Ce trait-là, selon vous, comment il est? Il est horizontal par rapport à l'axe du scaphoïde, à l'axe du radius, et il est oblique par rapport à l'axe du scaphoïde. D'accord? Donc c'est un trait horizontal oblique. Oblique par rapport à l'axe du scaphoïde et horizontal par rapport à l'axe de l'avant-bras. Ça, c'est les meilleures fractures, puisqu'il y a une compression au niveau du foyer de fracture et ça permet un petit peu la consolidation. Regardez ce trait. Plutôt ce trait-là, l'image intérieure, ce trait, il est oblique. Il est oblique par rapport l'axe de l'avant-bras, mais il suit plus ou moins l'axe du scaphoïde. Par contre, ça, le trait, il est vertical pour les deux. Vertical par rapport au scaphoïde et vertical par rapport au scaphoïde. Donc, c'est des fractures qui sont instables et si vous voulez, le pourcentage de consolidation est faible.
Vous avez aussi, selon la classification de Schoenberg, il a divisé, si vous voulez, le scaphoïde en plusieurs parties, c'est-à-dire en 5 parties. Et cette classification, c'est pour mieux, elle est purement radiologique, c'est pour mieux affiner l'anapathe de ces fractures et leur siège. La clinique. La clinique, vous avez un patient qui arrive au niveau du pavillon des urgences. La première des choses, il faut noter ça, la discrétion des signes cliniques. Et en général, pourquoi nous avons dit au niveau de l'introduction que c'est des fractures qui peuvent passer inaperçues. Des fois, le patient lui-même, il ne vient pas consulter. Il va dire dans sa tête, oh, c'est une simple chute, c'est juste une entorse du poignet. C'est-à-dire, ce patient, il va minimiser ou bien banaliser ces signes cliniques. Et il faut savoir que les signes cliniques en général d'une fracture du scaphoïde disparaissent rapidement. Lorsque le patient il arrive, ça c'est en général des patients ou bien il vient consulter au niveau de pavillon des urgences ou bien carrément il ne vient pas. Lorsque le patient il vient, vous allez commencer votre interrogatoire. L'interrogatoire, il faut demander l'état civil du patient, l'âge du patient, la profession du patient, membre dominant ou non. Est-ce que le mécanisme, comment il a chuté, est-ce que c'est un accident sportif? Est-ce que le patient il a chuté d'un lieu élevé, où il est tombé sur la main en hyperextension, etc. La date survenue, c'est-à-dire de ce traumatisme, la date des derniers repas, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il faut, et vous avez une fiche devant vous qu'il faut remplir. À l'inspection. L'inspection, je le répète, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir. La première des choses, vous avez l'état cutané. Est-ce qu'il y a, si vous voulez, des abrasions cutanées ici? Est-ce que c'est la chute d'une masse sur le poignet? Est-ce qu'il y a une ouverture cutanée? Il faut le noter, puisque la conduite, elle est différente. La deuxième des choses, c'est la plus importante, vous avez ici. Ici, vous avez ici, c'est ce qu'on appelle la tabatière anatomique. Ou bien, je vais la montrer par cette main. Regardez cette dépression. Ici, regardez cette dépression. Ici, c'est la tabatière anatomique. Ici, ce vide-là. Lorsqu'on parle, lorsque le patient il vient, normalement, ici, il y a un trou. Tabatière, un trou, vous pouvez voir votre main en faisant l'abduction du pouce. Vous pouvez voir cette dépression ici. Lorsque nous allons la voir, je ne peux pas aussi tourner ma main. Lorsque vous allez voir cette tabatière anatomique, vous allez la trouver comblée par de l'œdème. Et je vous ai dit dans le siège du trait que la majorité des fractures siègent au niveau du col. Lorsqu'on palpe ici, nous sommes directement sur presque le col du scaphoïde. Donc, après comblement, c'est-à-dire c'est l'hématome de la fracture qui est ici, l'œdème, comblement de cette tabatière anatomique. Deuxième signe, la douleur vive à la pression de cette tabatière, c'est-à-dire le fond de cette tabatière. On met un doigt et on fait une pression. On est sur la fracture, ça fait, on est sur la fracture, ça fait mal. Comme le montre cette photo. Il parle, c'est-à-dire il fait une pression au niveau de la tabatière anatomique et ça fait mal. Troisième signe, vous avez la traction et la pulsion dans l'axe du pouce. Regardez mon pouce. Regardez mon pouce. Je fais la traction, c'est-à-dire je le tire, et je fais la rétropulsion. La rétropulsion, je le pousse en arrière et ça fait très très mal.
Vous avez le signe pathognomonique qui est la pronation contrariée du poignet. La pronation, c'est ça. Contrarié, lorsque vous touchez la main, le, le- le patient, il essaye de faire la pronation et vous l'empêchez de faire la pronation. C'est ce qu'on appelle la pronation contrariée. Elle est très douloureuse. La symptomatologie, comme nous l'avons dit, elle est souvent discrète et rapidement régressive. D'accord? C'est pour ça, c'est pour ça que pas mal de patients ils ne viennent pas consulter, jugeant leur traumatisme bénin. Mais cette fracture, elle peut être découverte au stade de pseudarthrose, c'est-à-dire on peut la diagnostiquer quelques mois, voire des années après. Et toujours, je donne l'exemple par les gardiens de football. Puisque eux, ils ont tendance à trop tomber lors d'un match, et lorsque des fois ils tombent sur le poignet en hyperextension inclinaison radiale, ils font des fractures du scaphoïde. Mais comme les gardiens de but, ils ont des grands mains, etc., ils vont juger bénin, où les lésions, ils sont bénignes. Ils vont minimiser les symptômes. Et ceci dans le but de reprendre la compétition rapidement et pour ne pas perdre leur place au niveau du club. Et lorsqu'ils arrêtent leur carrière footballistique, à l'âge de 30 ans, 32 ans, ils viennent consulter. Et lorsque je vous assure, lorsque nous allons faire des radios, c'est alarmant. C'est des pseudarthroses au stade très, très avancé. Et ça entraîne un handicap majeur au niveau de la mobilité des poignets. Notez ça. Et ça a été dit au début du siècle passé, c'est-à-dire vers 1920 à peu près. Devant un traumatisme du poignet, sans déformation évidente, puisque vous avez vu la clinique, on n'a pas dit un mot sur déformation, puisque la déformation, on la voit lorsque le patient associe une luxation du carpe. Mais lors d'une fracture isolée du scaphoïde, on ne voit pas, si vous voulez, une déformation au niveau du poignet. Il faut toujours suspecter une fracture du scaphoïde jusqu'à preuve radiologique du contraire. Watson Jones. Nous allons entamer, d'accord, le patient est venu, nous l'avons vu, etc. On suspecte une fracture du scaphoïde. Qu'est-ce qu'il faut demander? La première des choses, il faut demander un poignet pas strict et profil strict. Des fois, ils sont insuffisants. C'est pour ça qu'on demande les incidences de Schneck. Je vais vous montrer comment on fait les incidences pas strictes. Vous avez deux possibilités, ou bien trois possibilités. La troisième, je ne l'ai pas mise. Vous pouvez, le patient assis, regarder son épaule 90, regarder son coude, il est à 90 avec l'avant-bras, et la main, elle est posée sur la plaque de radiologie, sur la cassette de radiologie. Le rayon, le tube, il est en haut, le rayon, il doit être perpendiculaire au niveau du centre du poignet. Et le centre du poignet, c'est la tête du capitateur pour avoir une face stricte. On peut aussi faire ça avec le rayon aussi qui est perpendiculaire, comme on peut faire, admettons que c'est la cassette, on peut faire le point fermé. Le point, ça s'écrit avec un G. D'accord? Pas le point avec T. Ici, posé comme ça, pour éviter la flexion et l'extension du poignet, pour avoir une face stricte. Deuxième incidence, regardez ici le, le profil coude au corps, patient assis, regardez son épaule et le coude, il fait 90 degrés avec l'avant-bras.
et le rayon est perpendiculaire à la tabatière anatomique. Regardez ici, il n'y a ni flexion ni extension du poignet. C'est la position neutre. Et bien sûr, pour dérouler notre scaphoïde, on fait ce qu'on appelle une inclinaison unaire. Toujours épaule 90, coude 90, inclinaison unaire, c'est-à-dire pour étaler le scaphoïde et voir le scaphoïde en entier. Pour les incidences de Schneck, regardez ici, en plus, c'est le point fermé, le point fermé, le point fermé, inclinaison unaire, ça c'est la face. Profil comme nous l'avons décrit, comme ici. Et vous avez les autres incidences, toujours le point fermé, inclinaison. L'inclinaison, elle va nous permettre de voir en totalité le scaphoïde. On fait soit on décolle le bord unaire de la plaque, soit la quatrième incidence, on décolle le bord radial de la plaque. Et toujours, le rayon est perpendiculaire, si vous voulez, au capitatum. Mais maintenant, avec l'avènement, si vous voulez, du scanner, on n'a plus besoin, si vous voulez, de faire les incidences de Schneck. Mais ce n'est pas dans tous les endroits qu'on va trouver le scanner. C'est pour ça que l'incidence de Schneck, elle nous permet de dérouler tout le scaphoïde, puisque le scaphoïde il est à 6 faces. Face et profil, on va voir, si vous voulez, deux faces. Deux faces, plutôt. On peut faire des radiographies d'agrandissement. D'accord? Un grand format pour essayer de voir le trait de fracture. On peut faire des radiographies sous traction. Regardez cette radiographie et vous allez l'agrandir chez vous après. Regardez, vous avez une comminution ici, au niveau du capitatum, et vous avez votre scaphoïde. Vous allez à la fin voir ça et agrandir la photo. Et agrandir. Attendez une minute. Ok. Ok. Heureusement que j'ai un bon technicien à côté de moi. Vous avez le scaphoïde ici. Vous avez regardé la comminution. La comminution au niveau du capitatum. Comminution au niveau du capitatum et vous voyez votre scaphoïde. D'emblée comme ça, on ne voit rien au niveau du scaphoïde. Mais après radiographie de traction, c'est-à-dire radiographie, on a tracté sur le scaphoïde. On a tracté sur le carpe, si vous voulez. Et regardez cette fracture du scaphoïde. Et ici, je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez une fracture du capitatum, le premier diagnostic, attendez, je ne vois pas. Regardez au niveau du scaphoïde, il y a une fracture du scaphoïde. C'est lorsque vous avez une fracture au niveau de la tête du capitatum, il faut toujours chercher une fracture du scaphoïde. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Fenton. OK, on passe l'autre diapo. Vous voyez la fracture du scaphoïde, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Fenton. Et bien sûr, l'examen, est-ce que le son est bien? Je continue. Maintenant, avec l'avènement du scanner,
Lorsqu'on suspecte une fracture du scaphoïde, il faut faire un scanner, mais il coûte cher, surtout dans notre pays. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Et c'est presque un examen, si vous voulez, rarement, on demande, si vous voulez, cet examen. Mais ce qu'il faut faire, lorsque vous avez une clinique parlante, lorsque vous avez une clinique évidente, et vous faites les radios, radiographie standard, face, profil, incidence de Schneck, et vous n'avez pas, disons, le scanner, essayez de demander une radio. Vous traitez le malade par excès, vous mettez un gant, etc. Et vous convoquez le malade dans 15 jours et vous refaites les radiographies face stricte, c'est-à-dire en inclinaison une heure, vous allez voir un trait fin au niveau du scaphoïde. Pourquoi on le voit après 15 jours? Puisque lors d'une fracture, la première réaction, on va avoir une résorption périfracturaire qui va mettre en évidence cette fracture après 15 jours. Et ici, je vais attirer votre attention sur une chose très très importante dans la fracture du scaphoïde qui peut même vous amener devant les tribunaux. En général, vous avez un patient qui peut-être il a fait une fracture du scaphoïde ou bien suspicion d'une fracture du scaphoïde. Il vient au niveau des urgences, vous cherchez, vous ne trouvez rien, il va vous dire je suis tombé sur le point de hyperextension, etc. Vous allez trouver des signes plus ou moins discrets et vous allez lui mettre un plâtre. Si vous allez mettre fracture du scaphoïde, c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'il y a une fracture du scaphoïde, et le malade, ce patient, il va poser plainte, etc. Et l'affaire, elle va traîner, elle va passer en justice et le type peut-être qui l'a frappé, il va, c'est-à-dire le médecin légiste, il va lui donner plus de 21 jours et il va peut-être être en prison, alors que le patient n'a pas de fracture du scaphoïde. C'est pour ça que vous mettez suspicion d'une fracture du scaphoïde. Et lorsque vous allez faire des cartes, etc., vous allez être confronté à ce genre de choses. Les complications, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous avez la pseudarthrose aseptique, puisqu'il y a la pseudarthrose septique. La pseudarthrose, si vous voulez, c'est la non-consolidation d'une fracture donc pour une durée précise, comme ici devant la fracture du scaphoïde, au-delà, si vous voulez, du 4e mois. On commence à parler, à dire que le patient va évoluer vers une pseudarthrose aseptique, mais on peut avoir des signes bien avant. Cette pseudarthrose, elle est soit d'origine vasculaire, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire que c'est une vascularisation précaire, ou mécanique. Mécanique, soit vous allez avoir une incarcération du ligament, stylo-grandos, soit c'est carrément l'aspect du trait, par exemple vertical. Et la deuxième complication, c'est la nécrose aseptique, c'est-à-dire, comme c'est une vascularisation de type terminal, le fragment proximal va apparaître dense, c'est-à-dire lorsque vous allez faire une radiographie, la partie proximale va apparaître un petit peu plus blanche que le reste de l'os. Donc, ce fragment restera longtemps intact et ne se déformera que tardivement par écrasement. Mais avant de dire que ce patient a une nécrose, il faut au moins attendre une année, puisque le scaphoïde, la partie proximale du scaphoïde, elle va mettre beaucoup de temps pour se vasculariser. Vous avez aussi les autres complications, les cals vicieux, c'est-à-dire le scaphoïde, il va consolider, mais en position vicieuse, c'est-à-dire c'est l'opposé d'une position anatomique. Vous avez l'instabilité du carpe, c'est-à-dire
votre carpe il va être déformé. Et bien sûr, la complication majeure reste l'arthrose radiocarpienne. Soit elle commence par si vous voulez, une arthrose stylo-scaphoïdienne, et ceci dans la majorité des cas, soit cette arthrose, elle va passer aux autres os du carpe, c'est l'arthrose intracarpienne qui est un stade tardif de cette arthrose. Et ça va entraîner un poignet, si vous voulez, raide et douloureux. C'est-à-dire la mobilité de tout à l'heure, ce qu'on a vu, elle va être très diminuée et douloureuse. Le traitement. Nous arrivons au traitement. C'est quoi le but d'un traitement? C'est d'avoir un poignet mobile, stable et indolore. C'est-à-dire, il n'y a pas de douleur. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit le traitement orthopédique, mais actuellement, le traitement orthopédique n'est réservé que pour les fractures du scaphoïde non déplacées ou très peu déplacées. Qu'est-ce qu'on fait pour ces malades? On leur met un plâtre. Et là, ce plâtre prête à confusion, ou là, à discussion plutôt. Il y a des gens qui mettent un plâtre brachio, c'est-à-dire ici, anti-brachio, palmaire, jusqu'à la première, c'est-à-dire jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne. C'est-à-dire il s'arrête ici pour permettre la mobilité des doigts. Et il doit prendre la première phalange du pouce, c'est-à-dire et le pouce en opposition, c'est-à-dire comme ça. C'est comme vous allez prendre un verre pour boire. Et ce plâtre, on va mettre 45 jours et puis on va le diminuer pour 45 jours, autres 45 jours. Comme vous pouvez le voir, si la fracture siège au niveau du pôle proximal, pôle distal, 45 jours, puisqu'elle est richement vascularisée. Tout repose sur la vascularisation et la réduction anatomique. Si la fracture, elle siège au niveau du corps, c'est 2 mois et demi. Lorsque elle siège au niveau du pôle proximal, c'est 4 mois. Et il faut une réduction anatomique. S'il y a un diastasis ou bien la réduction n'est pas parfaite, le patient va aboutir soit une pseudarthrose, soit une nécrose, soit un calvitie. C'est pour ça que dans la majorité des cas, le traitement il est chirurgical. Comme je l'avais dit au début, et tout ce que vous avez vu en rappel anatomique et analyse radiologique, lorsque vous avez une fracture, vous allez nous dire patient âgé de suite à une chute sur la paume de la main en hyperextension, vous allez décrire la clinique et vous allez nous dire nous avons demandé une radiographie de face strict, profil strict. Nous avons vu qui est objective une fracture siégeant au niveau du corps du scaphoïde. Hop, ici, on va dire on va aborder le malade avant en période. Si vous allez nous dire que la fracture, elle siège au niveau du pôle proximal, la fracture, elle va, c'est-à-dire on va aborder la fracture par voie postérieure, postéro-externe. Quant à la contention, elle va nécessiter soit des broches, comme au niveau de notre service, on fait des broches et on les met en général en carreau. Rarement, des vis. Des vis, il y a plusieurs vis. Il y a les vis de petit calibre, il y a les vis d'Herber, c'est-à-dire qui n'ont pas de tête, etc. Bien sûr, la voie d'abord dépend de l'anatomie, pathologie des lésions. En conclusion, ce que nous pouvons dire, que cette lésion, elle peut passer inaperçue, et ça, nous l'avons bien expliqué. Soit le patient ne vient pas consulter, soit le médecin de garde
il passe à côté, soit soit on va prendre cette lésion comme une entorse du poignet, et on va la traiter comme une entorse du poignet. C'est pour ça qu'elle passe inaperçue. Cette fracture, elle reste dominée par la survenue de deux complications majeures, qui est la pseudarthrose et la nécrose aseptique du pôle proximal. Et bien sûr, le traitement de cette fracture est, dans la majorité des cas, chirurgical. Je remercie et vous allez trouver le cours en forme papier sur le site qui est présent sur la première diapo. Maintenant, on va passer aux questions. Essayez de poser des questions. Et OK. Posez vos questions. Le son se coupe de temps en temps, si vous voulez, c'est des aléas un petit peu du direct, comme on dit. Hein? Okay. J'ai une question. Je pas là, les axes. Est-ce que vous pouvez faire les axes? Non, non, c'est pas ça. Ici, c'est bien. Regardez les axes. Les axes. Curseur. Regardez les axes. Les axes, par exemple, l'axe du radius. Ça, je pense que vous avez vu ça dans comment calculer les axes d'un prisme, d'un cylindre. Vous prenez deux points. Un point ici, un point ici. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez? Un point ici, et vous faites le point au milieu. Un point ici, et vous faites le point au milieu. Et vous tracez la perpendiculaire, c'est-à-dire qui passe par ces deux points. Ça, c'est l'axe du radius. D'accord? Soit sur la face, soit sur le profil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu le profil. On fait deux points, on passe ce trait, ça, c'est un petit peu l'axe du radius. Et ici, la même chose. On fait deux points, un point ici, un point ici, un point ici, un point ici, et le milieu, et on passe l'axe du radius. C'est-à-dire, l'angle que fait l'axe anatomique des deux os de l'avant-bras, il fait 45 degrés avec l'axe oblique du scaphoïde. OK. On passe à l'autre question. Et il y a, si vous voulez, il y a plusieurs axes à rechercher. Il y a ce qu'on appelle la hauteur du carpe, vous allez voir l'extrémité inférieure de l'anus. Il y a aussi des axes à rechercher, l'inclinaison sagittale, l'inclinaison frontale, et ainsi de suite. Vous allez voir ça au niveau de lorsque vous allez faire l'extrémité inférieure de l'anus. Oui, on passe à autre chose. Pourquoi dans l'ostéonécrose, la partie proximale est touchée par... Oui. D'accord. Pour la partie proximale, nous avons dit que la vascularisation est de type terminal, c'est-à-dire elle va commencer, c'est-à-dire que l'artère, elle va pénétrer le scaphoïde par sa partie distale et va monter par la crête postérieure du scaphoïde jusqu'à la partie proximale. Lorsque nous avons une fracture, ça va, si vous voulez, léser et porter atteinte à cette vascularisation, c'est-à-dire la vascularisation type terminale. S'il y a une fracture, c'est-à-dire le flux du sang ne va pas arriver comme il se doit au niveau de la partie proximale du scaphoïde. C'est pour ça qu'on va aboutir à une nécrose
Aseptique. Aseptique, c'est quoi? Aseptique, il y a septique, c'est-à-dire il y a une infection, et aseptique, c'est-à-dire il n'y a pas d'infection. Et vous avez fait ça, la nécrose aseptique de la tête fémorale lorsque vous avez fait la rhumatologie. Et dans ce rappel, ils vous ont parlé de la vascularisation de type terminal de la tête fémorale. C'est le même principe. Pseudarthrose peut vasculariser. Il y a une autre question par rapport à l'extrémité. C'est presque la même question. J'ai répondu à ça. Le traitement orthopédique est réservé pour qui? Ok. Peut-être le son était un petit peu mauvais, vous ne m'avez pas entendu. Le traitement orthopédique n'est réservé que pour les fractures pas déplacées ou peu déplacées. C'est-à-dire peu déplacées ou pas déplacées, si on ne met pas un plâtre, lorsque le patient il risque de tomber pour un traumatisme bénin, il risque de déplacer encore sa fracture. OK? Ça, c'est réservé pour les fractures. Mais en général, lorsqu'on fracture, déplace le scope, il faut l'opérer. Puisqu'il faut une réduction anatomique qui est le seul garant d'une consolidation. Elle n'est pas richement vascularisée comme pour la 1. C'est une autre qui a répondu. D'accord. C'est bien les discussions. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui posent et des étudiants qui essaient de répondre, et c'est bien. C'est bien, puisque il y a des étudiants qui me confirment qu'ils ont bien entendu, etc. Et c'est bien. OK. Poser des questions et après on passe au remerciement. Merci beaucoup, ça me touche. Comment on choisit le type de l'ostéosynthèse? Le type de l'ostéosynthèse, comme vous pouvez le constater, si vous d'habitude, lorsque les étudiants ils viennent au service, au cours de leur stage, on les partage en groupe et on les fait passer au niveau du bloc. Et au niveau du bloc, nous avons un stock de matériel, on les fait rentrer. Bien fois, je le ramène au niveau de la salle de staff, carrément un chariot plein de matériel. Ils voient ça, ils sont étonnés. Comment vous pouvez utiliser ça? C'est-à-dire, en orthopédie, nous avons plusieurs matériaux à utiliser. En ce qui concerne le scaphoïde, en général, au niveau du service, on utilise des broches. Et les broches nous ont apporté satisfaction. Puisque les vis, ce qu'on appelle les vis de REVED, ça coûte énormément cher. Et nous avons eu des discussions avec nos collègues étrangers à maintes reprises. Il y a même des profs en France où j'avais des discussions avec eux. Ils utilisent uniquement, comme nous, les broches, puisqu'ils m'ont dit que c'est presque du gaspillage, si vous voulez. Et ça coûte énormément une vis d'Herbert qui n'a pas de tête. Ça coûte énormément cher. OK? La différence entre pseudarthrose aseptique et septique. Je pense que j'ai répondu, mais je vais répéter. Toute la pseudarthrose ne concerne pas uniquement le scaphoïde, puisqu'au niveau du scaphoïde, elle survient, mais lorsque vous allez faire les fractures des deux os de la jambe, on va surtout vous parler des pseudarthroses septiques, puisque, comme vous le savez, la face interne du tibia, elle est sous-cutanée. Et lorsqu'il y a des accidents, en général, c'est des fractures ouvertes. C'est septique tout ce qui est infecté, c'est-à-dire un os qui ne consolide pas et il y a l'infection. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on n'aime pas au niveau de notre spécialité, puisque ça nécessite plusieurs interventions. Quel est le pronostic
Est-ce qu'on peut poser le diagnostic cliniquement vu que le trait n'apparaît pas que 2 à 3 cliniques? Bien sûr, c'est-à-dire, mais vous mettez au niveau du carton, c'est-à-dire, il y a une étudiante qui pose, un étudiant qui pose, est-ce qu'on peut poser le diagnostic cliniquement vu que le trait n'apparaît que 2 à 3 semaines? Ça, rarement, il apparaît 2 à 3 semaines. C'est pas, si vous voulez, c'est pas que toutes les fractures n'apparaissent pas. Non. Il y a des cas où ils n'apparaissent pas 2 à 3 semaines, mais dans la majorité des cas, on le voit, on les voit, c'est-à-dire on voit les traits lorsqu'on fait les radiographies. Mais lorsque vous mettez sur le carton du malade, le carton de rendez-vous, vous écrivez suspicion d'une fracture du scaphoïde. Ça fait le dire. Si, par exemple, le malade pose plainte, le juge, lorsqu'il voit ça, il va lui dire, après 15 jours, je veux une autre réponse. Et on lui enlève le plâtre, on fait un radio, si on ne trouve pas de fracture, tu n'as pas de fracture. Comment, une autre question, quel est le pronostic fonctionnel en cas de nécrose aseptique proximale? J'ai oublié une chose de vous dire au cours du cours, si vous voulez, que le scaphoïde, la partie externe du carpe, c'est elle qui est responsable de la force. C'est-à-dire quelqu'un qui a une nécrose aseptique, la première des choses, il a une diminution importante de la force de serrage, c'est-à-dire comme ça. La deuxième des choses, il va évoluer rapidement vers l'arthrose du carpe et il va avoir un poignet plus ou moins douloureux. Et il y a bien sûr des interventions à faire chez ce patient. Comment on fait la traction dans l'axe du pouce? Regardez, vous avez votre pouce. Vous faites la traction et vous faites la pulsion ou rétropulsion, c'est-à-dire vous tirez votre pouce et vous essayez de faire une pression de votre pouce. Comme vous le savez, le pouce, il y a la deuxième phalange, la première, métacarpe, trapézoïde, scaphoïde. C'est-à-dire, lorsque vous faites ça, vous allez tirer d'une façon indirecte sur votre scaphoïde. Traction et rétropulsion ou pulsion selon l'axe du pouce. Comment on appelle le syndrome de la fracture? Ce n'est pas la fracture du scaphoïde, il y a qui pose comment on appelle le syndrome ou la fracture du capitatum et pointu sur la chaîne. Lorsque vous avez une association, c'est-à-dire fracture du scaphoïde plus fracture du capitatum, ce qu'on appelle le syndrome de Fenton, F-E-N-T-O-N. OK. Et là, il faut dans la majorité des cas, c'est le traitement chirurgical. Il faut restituer et le capitatum et la connexion. Il y a un problème de connexion. Hein? Là, moi, je ne vois pas. Il y a un problème de connexion. Oui, je ne vois pas les questions. Pour la classification de Scherberg, elle est